C'est drôle parce qu'on est en 1984 et que cette année est censée être différente des autres. Cela fait des siècles qu'on en parle. Le titre du bouquin de George Orwell a fini par prendre une signification indépendante du livre, et malgré tous les blablas à la télé et dans les journaux, personne ne dit grand-chose sur le bouquin en soi. Et une des choses que Ray trouve pénible dans ce nouveau boulot, c'est que ça peut finir par devenir barbant de rester là à ne rien faire. Alors il décide de voir un peu ce qu'il y a derrière tout ce bouquin, et il achète 1984, il se met à le lire un soir, et n'arrive pas à le reposer. Le termine en 2 fois, le cerveau tout bourdonnant d'excitation. Ça lui rappelle quand il a entendu ses premiers disques Oi. Le bouquin fait mouche, c'est comme s'il voyait ses propres pensées tressées entre les lignes. Il n'a jamais beaucoup lu, les journaux essentiellement et puis des bouquins d'école, mais n'arrête pas de penser à Big Brother, aux crimes planifiés et au pouvoir des prolétaires, parce que tout ça est parfaitement logique. Et même s'il n'arrive pas à imaginer un endroit où le niveau de surveillance serait tel, où un homme pourrait être persécuté pour ce qu'il pense sans jamais le dire, il sait que Big Brother a le visage d'une dictature, une chose qui ne peut jamais être dissimulée ou banalisée. Alors il reprend au début, il relit le livre, plus lentement cette fois, en s'en imprégnant mieux, et à peine terminé 1984, il a envie de lire d'autres romans. C'est comme un monde nouveau qui s'ouvre à lui. Et il sait qu'il y a un lien avec la Oi d'une certaine manière, la vraie skinhead attitude, parce que le punk de la rue lui a appris que c'est légitime d'être fier de soi, de ne pas courber les chines pour avoir une vie plus douce, qu'il peut se tenir à l'écart et ignorer les partis politiques, qu'il y a quelque chose derrière la machine, la puissance du nombre, et qu'il a le droit de penser pour lui-même, de refuser la corruption, d'être fier d'être anglais, orgueilleux de sa culture, et toutes les conneries, tous les faux semblants se voient d'un seul coup décapés, jusqu'à l'os, et il serre les mâchoires et les poings. Il ne laissera pas les intellos, ni les prédateurs, ni les patriotes à la mie de pain lui voler son drapeau. Voilà ce qu'il ressent, et tout cela se retrouve dans l'écriture d'Orwell. Ray se fout que celui-ci soit passé par Eton. Il ne croit pas que l'on puisse juger quelqu'un sur son pédigré social. Il ne croit pas aux classes, et il se demande combien des auteurs-compositeurs qu'il admire ont lu George Orwell. Un bon nombre sûrement. Orwell et 1984 sont présents au cœur même du pays. Et Ray rattrape le temps perdu à présent. Il fonce dans la ferme des animaux, se désole pour les chevaux, boxeur surtout, déteste les cochons, lit les essais d'Orwell qui confirment ce qu'il a lu dans les ouvrages de fiction, trouve une liste de titres dans son exemplaire de 1984, lit encore un peu d'air frais et une histoire birmane, ne voit pas quel autre auteur il pourrait essayer, et un jour, après le boulot, il se retrouve assis au volant devant la bibliothèque municipale de Slough, prend son courage à 2 mains et entre, à la recherche de conseils, trouve une employée entre 2 âges, attentive, et elle l'écoute. Elle écrit des noms. Il s'inscrit à la bibliothèque. Ça fait bizarre avec tous ces gens qui sont là en train d'étudier pour leur diplôme ou Dieu sait quoi, mais il écoute les conseils de la femme et la remercie. S'empare du meilleur des mondes d'Aldous Huxley, et là encore il est accroché. Voit comment une dictature veut la destruction de la famille pour obtenir le contrôle total. Comment la liberté sexuelle peut être manipulée. Il comprend comment le soma et les loisirs, comment la corruption empêche les gens de bouger, de sorte que ceux qui sont au pouvoir peuvent faire ce qu'ils veulent. Les bons citoyens, devenus des créations conçues dans des tubes à essai, programmés pour accepter leur sort, avec la jouissance pour nouvel évangile, et il a du mal à imaginer ça de son vivant, vu la manière dont les gens se dressent et se battent aujourd'hui, mais cela pourrait bien arriver dans l'avenir, dans 50 ou 60 ans peut-être. Ce doit être ça le dessin des hommes qui se dissimulent en coulisses, et chaque soir il lit maintenant. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Le pavillon des concereux d'Alexandre Solzhenitsyn, La solitude du coureur de fond d'Alain Silito, L'aérodrome de Rex Warner, L'étranger d'Albert Camus. La liste s'allonge et les livres commencent à gagner sur la musique, car s'il y a encore quelques groupes qui assurent bien, la Oi a été massacrée, ruinée, enterrée par les médias, que ce soit conservateurs ou gauchistes, remplacée par le rock alternatif, plus easy listening, promu par les étudiants, des groupes du Nord dans lesquels il ne se retrouve pas, et assis dans sa cabane, en train de lire, d'apprendre des trucs sur les autodafés, sur le gamin sorti de la maison de correction qui refuse de se rendre et perd une course pour baiser le système, sur l'homme accusé d'avoir tué un arabe mais pendu à cause de son attitude, ma foi, il aimerait avoir quelqu'un avec qui partager ce qu'il est en train de découvrir. Et un jour, il sort du boulot et se rend à Southall, se souvenant comment, 3 ans auparavant, il se sentait exclu, comment il aurait pu accuser le premier paquis venu de tout ce qui lui arrivait. Mais quelque chose s'est figé, a pris le contrôle de sa colère, et il ne ressent plus rien à présent. On sait ce qu'est un skinhead. Ils ont pris pas mal de dérouillés au fil des ans. On les a maltraités. Ils peuvent en distribuer aussi d'ailleurs. Maintenant, il a surtout des hindous et des sikhs dans le coin. Pas des vrais paquis, pas des musulmans. Et il se sent toujours étranger, même s'il est dans sa propre voiture. Trop tôt pour que les boutiques soient ouvertes. Roulant sur la chaussée silencieuse, seuls les épiciers commencent à lever le rideau. Et il n'a aucun grief contre ces gars. Ce sont des pigeons comme tout le monde. Ils s'en tiennent aux apparences, à la couleur de sa peau. Agression raciste contre une poignée de blancs. Certains skinheads sont des cons évidemment. Mais ceux qu'il connaît sont des gens bien, honnêtes. Et c'est partout pareil.
quand tu es bronzé et que tu vis dans une ville blanche, c'est obligé que la paranoïa s'installe. Il ne voit pas comment cela pourrait jamais changer. Tout le monde a besoin d'avoir son identité. Il pense à la semaine de la haine dans 1984. C'est présenté différemment, mais c'est ce qui se passe ici et maintenant avec les fouteux qui se mettent sur la gueule, qui dérouillent leurs pères, tandis qu'une énorme grève se poursuit. Une guerre entre le capital et les travailleurs, et que les gauchistes crachent sur la gueule des blancs en expliquant aux Anglais de souche qui n'ont aucune culture, les tournant en dérision. Et c'est dingue quand même, les prolos qui se battent entre eux. Tout comme le disait Orwell, peut-être qu'ils devraient tous s'unir et défoncer la gauche et la droite, démolir tous les cons dogmatiques où ça l'air grassouillet, ceux qui ont la main mise sur les journalistes et la télé, mais jamais cela n'arrivera. Ils n'imaginent pas ça, ils ne voient pas non plus la possibilité du crime prémédité, pas en Angleterre. Comment peuvent-ils savoir ce que vous pensez? Deviner, ce n'est pas savoir, ce sont des comportements de nazis et de communistes. Et il quitte Southall, se retrouve bientôt à Slough, fait halte dans un pub où il a ses habitudes, il est ouvert depuis une demi-heure, et il y a là quelques clients aux tables avec leur verre et leur journal, il commande une pinte de blonde légère. Cette lecture est extraite du roman Skinheads de John King, paru en 2012 aux éditions du Diable Vauvert. Retrouvez la critique de ce livre dans le numéro 146 de la revue Éléments ou sur le site www.davidlepée.com.